Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est avoir cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très vraie et très pragmatique. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va, merci, et toi ? Eh ben ça va très bien, ça va vraiment très bien. Moi, je suis très content de finir la semaine avec toi parce que à l'heure où on se parle, il est vendredi, il est 16h11. Je crève de chaud parce que c'est juste avant la canicule d'un petit peu de Paris et je vais probablement pas beaucoup travailler après cette interview. Donc, j'ai vraiment l'impression de terminer la semaine à tes côtés et ça me réjouit. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu es la bienvenue, Zoé. Merci beaucoup, ravie d'être ici. Donc, si vous avez cliqué sur cet épisode, que vous le lancez, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler. Mais peut-être que vous connaissez pas Oversea, ou en tous les cas, si vous connaissez Oversea, peut-être que vous êtes pas tout à fait certain de ce que y fait Zoé. Donc, pour commencer comme il se doit, je te laisserai volontiers, Zoé, prendre le temps de te présenter rapidement, ainsi qu'Oversea. Voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, combien vous êtes, ça existe depuis combien de temps. Enfin, tu connais un petit peu la chanson. Carrément. Du coup, Zoé, je suis Head of People chez Oversea. Oversea, c'est un commissionnaire de transport digital. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Oversea organise le transport international de marchandises. On aime bien se vulgariser comme une agence de voyage B2B pour le transport de marchandises à l'international. Et la petite valeur ajoutée d'Oversea par rapport à ses concurrents, c'est qu'on est digital. Et concrètement, les clients peuvent gérer de manière complètement automatisée et en ligne leur transport. Yes. Donc et ça, vous êtes combien ? Ouais. Vas-y, pardon, excuse-moi, tu étais sur ta lancée là. J'étais sur la lancée. Donc effectivement, on est aujourd'hui 120 personnes. On est répartis dans 4 pays différents. On est en France, aux États-Unis, en Italie et en Espagne. On a ouvert ces 3 derniers pays là, cette année. On est hyper fiers. Et voilà, on est en forte croissance. On a encore 80 recrutements à faire pour clôturer l'année de 2022. Donc beaucoup de travail côté talent acquisition. Yes. Ça fait combien de temps que tu es chez Oversea, toi ? 1 an tout pile. Je fête mes 1 an le 21 juin, semaine prochaine. Wow. Et alors, je dois dire, je devrais pas faire du favoritisme, c'est pas du favoritisme, mais est-ce qu'on peut le dire qu'Oversea, ça fait partie des jolies boîtes qui sont un petit peu cachées, qui sont peut-être un petit peu moins exposées que d'autres. Déjà, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je sais pas comment on peut dire les choses. De manière totalement humble, en tout cas, oui, on espère que c'est une boîte qui, pour l'instant, est un petit peu cachée, qui commence, en tout cas, c'est sûr, à faire du bruit et qui j'espère, va en faire beaucoup plus dans les mois et les semaines qui vont venir. Et ouais, trop bien. Et donc moi j'adore prendre le temps de discuter, de rencontrer des boîtes, de vous faire découvrir aussi ce qui se passe dans des boîtes qui sont un petit peu moins connues. Déjà parce qu'il y a un petit peu le truc de se dire ça va exploser. Et il y aura le côté vous l'avez entendu ici en premier. Mais bon, c'est pas une bonne raison de faire les choses. Et surtout ça me permet de remercier là en l'occurrence quelqu'un qu'on a rencontré chez Wilco, qui nous a présenté ton boss, hein, donc l'un des founders d'Oversea, avec qui on a échangé, avec qui on s'est dit attends, mais en fait c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce que tu as envie d'inviter Zoé à faire un épisode? Et après je sais pas si Zoé t'a fait une crise cardiaque ou si t'avais hâte, mais en tout cas tu es là. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, moi, que j'adore. C'est vraiment, on est pile poil dans les sujets qui me font rêver. C'est le sujet de la rétention, de la fidélisation, et donc en miroir du turnover, du churn, des départs. En gros, je vais le dire avec mes mots, mais je vais te laisser le dire avec tes mots. Dans une entreprise, sur la dimension people, donc RH, c'est important d'avoir un roulement, si je puis dire, de ses collaborateurs, de ses collaboratrices
qui est sain et qui est compris, c'est-à-dire on s'attend absolument pas à ce que les gens restent 40 ans, on n'est pas dans la SNCF ou des choses comme ça, mais par contre c'est important que quand les gens partent, ils partent pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises, comme par exemple ils sont pas assez bien payés, ou bien il y a un manager qui est terriblement mauvais au-dessus, ou des choses comme ça. Et c'est un des sujets qui est, je trouve, le plus, je vais être honnête, le plus souterrain sur les sujets people en startup, alors qu'il est crucial. Et donc j'ai trop hâte. Je vais essayer de dire tout, mais de manière très très simple. Pour moi, qu'est-ce que tout tu dis, simplement, la rétention, c'est juste la capacité d'une entreprise à savoir fidéliser ses salariés et du coup être en capacité de maîtriser, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, des départs trop importants et de pouvoir garder le maximum de temps ses équipes dans ses effectifs. Hyper simple. On a des gens talentueux, on aimerait bien qu'ils continuent à faire des choses super chez nous pendant un petit moment. Donc peut-être avant de rentrer dans les détails, parce que c'est pas un hasard si tu es invité ici, c'est que Oversea, je pense, à quelque chose d'exceptionnel sur la rétention. On va dire les choses telles quelles. Donc peut-être pour bien poser les bases, c'est quoi la différence entre une rétention saine et une rétention malsaine? En gros, c'est quoi le genre de cas de figure dans les grandes masses? On va vraiment rentrer dans les détails après. Parce que c'est important de le dire, quand le on dit turnover, exit et tu l'as dit tout interview à avec l'heure, il n'est pas un sain collaborateur, s'il une est trop collaboratrice, élevé, lui, évidemment, elle mais est il n'est pas partie, sain mais non c'est plus s'il normal, est proche de c'est 0%, ok, c'est-à-dire qu'il n'y a bon aucun vent, ou à renouvellement l'inverse, là, il y a dans tes quelque chose qu'on pourrait effectifs faire. et c'est pas top. Et les différents types de départs, effectivement, nous on distingue les départs qui sont regrettés et les départs qui le sont moins. Donc c'est pas très marketable de dire ça d'un point de vue RH, mais c'est aussi important d'être en capacité en fait de se dire est-ce qu'on regrette un départ ou est-ce qu'on le regrette pas. Ok. Donc on va rentrer là-dedans. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous pour poser les choses et je c'est pas un moment de fausse modestie, mais est-ce qu'on peut poser le contexte de En toute votre transparence, entreprise moi, quand je suis arrivée, chez Oversea? c'était pas un indicateur qui était particulièrement Comment vous suivi, tout surveillez simplement cette parce qu'il y avait dimension-là? pas Est-ce qu'il y a beaucoup des de métriques départs en qui fait. sont associées, des indicateurs? Et du coup, première chose à dire peut-être justement là-dessus, la Si vous le manière calculez, dont on a comment vous le décidé de le calculez, à quoi ça calculer. ressemble, et du coup, où est-ce que vous en Désolée, je vais êtes être un tout chez petit Oversea? peu technique, mais c'est un petit peu important quand même pour poser les bases. Le taux de turnover, pour nous, c'est pas un KPI qui est ultra intéressant. Pour nous, j'entends entreprise qui fait de la forte croissance, puisque si on pose un peu la base pratico-pratique, disons, de calcul d'un taux de turnover, c'est tu prends ton nombre de départ, ton nombre d'arrivées, tu en fais une moyenne, donc tu divises par 2, et ensuite tu divises encore par effectif moyen. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas beaucoup de départs, si tu as beaucoup d'arrivées, de fait, ton taux de turnover, il va être au-delà de 50%, puisqu'il est très élevé. Et en fait, taux de turnover, c'est le roulement de tes équipes. Donc, en fait, c'est encore une fois ce qui fait que tu as du renouvellement, et donc tu as du renouvellement même si tu as beaucoup d'arrivées et pas beaucoup de départs. Donc, ça, c'est ultra important à prendre en compte. Donc, nous, on calcule pas de taux de turnover parce qu'évidemment, il est très élevé dû à notre forte croissance. On calcule plutôt ce qu'on appelle un taux de rétention et disons le taux de départ, c'est-à-dire des fois c'est parfois un taux de turnover un peu faux entre guillemets. C'est du coup je préfère de dire taux de départ, c'est juste le nombre de départs sur l'effectif moyen. À l'année. Ouais. 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 D'accord, donc pour prendre C'est ça, exactement. Et pour donner du coup un petit calcul, peu des c'est chiffres par mois ou à l'année? pour C'est illustrer, à l'année. Donc ça veut dire si je par prends exemple les 2020, je vais derniers, prendre des disons chiffres entre ronds. 2020 et 2021, En en moyenne, 2020 on quand on avait un prend taux de le rétention du coup début de de l'année ou la fin de 83%. l'année, vous étiez On a 100, eu même si c'est un chiffre qui est 3,7% artificiel. exactement Il y a 5 de taux personnes de qui sont départ. parties, Et vous en avez un taux de départ de 2021, 5%, c'est ça? 91%, on a eu, j'arrondis, 7% de taux de départ.
Ça veut dire que 2021, ouais, bien sûr, en 2021, on a dû recruter, je dirais 60-70 personnes, et on en a 3 qui sont partis. D'accord. Et donc, juste pour qu'on se donne une idée, remis en nombre de personnes que vous êtes, ça veut dire que Ouais. dans les grandes masses, hein. Ok. Mais donc, effectivement, déjà, si vous calculez pas ces indicateurs, je pense que c'est intéressant de les calculer pour monitorer. Alors évidemment, sur une boîte dans laquelle il y a, je sais pas, 15 personnes, vous n'êtes pas obligé de vous lancer des grands calculs. Hein. C'est comme faire du A/B testing sur des pages dans lesquelles il y a 15 visiteurs. Bon, c'est un peu overkill. Mais par contre, plus les boîtes sont en croissance, plus ça vaut la peine pour vraiment voir à quel point il y a la fuite des cerveaux, on pourrait dire, quoi, ou des talents. Et donc, en tout cas, j'allais dire, croyez-nous sur parole, l'exemple d'Oversea montre qu'il y a une qualité de la rétention, de la fidélisation qui est très élevée. On a vraiment une vision un peu pourquoi c'est important sales. Ça, c'est la première question. Moi, je vais jouer avec toi. Je vais pas faire juste te poser des questions, je vais dire ce que j'en pense. Mais pourquoi c'est important de travailler la rétention d'un point de vue people? On a besoin de solidifier cette croissance et de la pérenniser. Et en fait, ça n'aurait pas de sens de recruter avec beaucoup de volume si on n'était pas en capacité d'être sûr qu'on est capable de retenir ces personnes-là ou de les garder de manière assez durable dans le temps. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas, mais notre logique, c'est la rétention, enfin la stratégie de rétention, elle est essentielle dans une logique de forte croissance. Ouais, je suis hyper d'accord. Et d'où ça vient cette vision sales des people? Parce que, enfin, je vais en parler, c'est un truc qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais c'est un signal faible dans l'écosystème RH startup, ça. C'est-à-dire il y a plus d'une personne qui le voit comme ça, mais c'est loin d'être la majorité. Nous aussi, chez Oversea, parce qu'on a 2 pôles qui sont bien distincts justement pour être très efficaces. Pour autant, on n'est pas dans une logique du coup complètement décorrélée des deux. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je suis convaincue que c'est comme, c'est remplir un pot percé, ça sert à rien. Et en plus, c'est également la vision des fondateurs d'Oversea, donc je pense qu'on s'est bien retrouvé là-bas à ce niveau-là quand ils m'ont recruté. Donc c'est quelque chose qui est alimenté par l'équipe fondatrice d'Oversea et par moi, par mon expérience. Je fais quelques minutes là-dessus, je peux pas résister, hein, Zoé, parce que c'est vraiment, je pense que c'est un des trucs qui me surprend le plus, en fait. Les métriques de croissance d'un point de vue business au plus standard, donc qu'on appellerait la growth, hein, globalement en milieu startup, il y a un framework qui est surutilisé à juste titre par tout le monde. Si ça vous dit rien, parlez un petit peu avec vos équipes growth et elles vous diront quand même, attends, évidemment. C'est le framework AARRR, donc acquisition, activation, revenu, rétention, referral. Donc en gros, c'est un framework qui est hyper simple, qui permet de dire la croissance côté client, ça consiste à avoir des clients, les garder, avoir un bon niveau de revenu et faire en sorte qu'ils te recommandent à d'autres personnes. Donc, acquisition, le premier A, activation, donc le moment où ils viennent des clients engagés, rétention, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils restent. Donc, c'est particulièrement vrai dans le SaaS, hein, quand on essaie d'avoir des jolis produits qui font que les gens restent longtemps. Revenu, bon, ça, c'est des questions de modèle économique. Referral, qui sont des questions de cooptation ou bouche à oreille, etc. J'ai l'impression qu'on ne voit pas, en tout cas pas assez, c'est là où je parlais signal faible, c'est que la croissance interne, donc people, c'est tout pareil. C'est-à-dire, il faut des gens talentueux qui donnent le maximum et il faut donc que ça roule, sinon on est en train de remplir un seau percé. De la même manière que si vous prenez des clients qui partent, c'est remplir un seau percé. Et donc, on retrouve quelque chose qui est peu ou prou
acquisition, donc talent acquisition, activation qu'on pourrait mettre du côté de l'onboarding, comment est-ce qu'on aide les personnes à se comprendre que c'est vraiment une super boîte dans laquelle on veut bosser. Je ne sais pas si on peut parler de revenue, mais en tout cas on pourrait parler de ramp-up, la capacité à aider les gens à monter, la performance, etc. La rétention, comment faire en sorte qu'ils restent et qu'ils soient contents, et après referral qui devient la cooptation, le bouche à oreille, en gros, comment est-ce qu'on dit, ah bah tiens c'est vachement bien Oversea, je dis à mes copains de venir bosser ici. Pourquoi est-ce que je vous refais tout ça? Parce que en growth classique, tout le monde est obsédé par la rétention. C'est la métrique numéro 1. On ne remplit pas, on ne structure pas une croissance en ayant un taux de churn qui est hyper élevé. Si vous avez un super produit, un SaaS, et que les clients qui rentrent partent aussi vite, vous n'obtiendrez jamais la croissance, vous ne serez pas financé, vous n'aurez pas de levée de fonds, c'est ce que regarde tout le monde, c'est un consensus là-dessus. Et par contre, en startup, sur la partie people, j'ai l'impression qu'on est encore pas exactement au clair là-dessus. C'est-à-dire la rétention, on la mesure pas exactement. On sait que c'est important que les gens restent, mais on se dit bon bah c'est normal, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. Bah, bref, on est un petit peu à l'aveuglette, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, Zoé. Voilà, le cri du cœur est poussé. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on démarre, mais en tout cas, le contexte est là. Pas mieux. Donc, on a bien compris, la rétention, c'est hyper important. On veut des gens talentueux, on veut qu'ils restent longtemps. Donc maintenant, se pose la question des leviers de rétention. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on le mesure, une fois qu'on a compris que c'est important, c'est comme l'acquisition. À l'acquisition, tu as des leviers d'acquisition, on va aller recruter, on va mettre sur les job boards, on prend des chasseurs de tête, etc. Les leviers de rétention, c'est pas flottant, c'est pas vrai. Carrément. L'erreur une serait de se dire j'espère que les gens vont rester. Non, les gens qui restent, ils restent pour des bonnes raisons, les gens qui partent pour des bonnes raisons, et on a une petite idée là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des leviers, des techniques ou des grilles à garder en tête pour bien comprendre la rétention et donc bien actionner des choses là-dessus? Ça prendra 2 secondes, après on se penchera sur les autres. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, et c'est aussi comme ça qu'on m'a formée chez Oversea quand je suis arrivée sur partie recrutement, et que j'ai trouvé très vrai, qu'il a semblé assez évidente, mais ça vaut le coup de la souligner. C'est, nous en tout cas chez Oversea, la manière dont on va former les TAM et la manière aussi dont on va choisir les TAM, c'est d'avoir cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très vraie et très pragmatique pendant le recrutement du coup, et d'être en capacité de travailler du coup l'adéquation entre ces drivers là et ce que nous en vrai on est capable d'offrir, parce que c'est bête et méchant, mais moi ce que j'ai remarqué chez Oversea, c'est quand je suis arrivée, c'était que les gens étaient tous là pour une même raison que je vais citer juste après. Et en fait, ça marche parce que on arrive à leur donner quelque chose qui est incrémental en fait dans leur personnalité et dans leur driver. Carrément. Alors, je peux t'emboîter le pas là-dessus, tu m'autorises? Je vais faire beaucoup de fois l'aller-retour entre le growth d'un point de vue business et la croissance côté people. Le levier numéro 1 de rétention en growth business, c'est le produit, et plus précisément le product market fit. Si vous avez un excellent produit qui correspond très précisément à ce que les gens veulent, aux pains que les gens ont ou aux besoins que les gens ont, le produit il se vend tout seul. Parce que quelque part, et donc la rétention se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques. Là, c'est un petit peu pareil. Ce que tu me dis, c'est quelque part, on passe du product market fit au job talent fit. Et du coup, la chose à savoir, en tout cas, si je peux illustrer par rapport à Oversea, c'est la culture, c'est la job offer, c'est la REM, c'est des choses comme ça. Et quels sont les drivers des candidats? Et c'est sûr que s'il y a un fit qui est naturel, on s'épargne beaucoup de galères après, parce que quelque part, on a une promesse qui est remplie. Et nous, de notre côté, du coup, on s'engage à leur offrir cet environnement-là, du coup, hyper pédagogique, qui leur permet d'apprendre tous les jours. Et ça, on y arrive. Pourquoi? C'est aussi lié à notre activité. On travaille dans l'activité du transport. Je n'ai pas de pourcentage exact, mais franchement, je peux facilement dire qu'il y a au moins 80% de nos équipes qui viennent pas du tout de cet environnement-là. Donc déjà, qui apprennent tous les jours sur cet environnement. Le fait qu'on soit un environnement qui soit directement lié à des contextes et des enjeux géopolitiques ultra intéressants. Moi, toute transparence, je pense que c'est la seule newsletter que je lis de manière sincère
celle d'Oversea, parce qu'en fait, elle est passionnante. C'est vraiment un moyen ultra condensé d'en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde, et c'est passionnant. Et ça, de là où tu es, avec ton job, avec la responsabilité des TAM, donc les Talent Acquisition Managers, comment on Ouais, flèche le carrément. chemin pour s'assurer qu'on Ça arrive à va un bon des deux job côtés. talent fit? Où est-ce que Effectivement, ça se joue? il y Ça a se un joue côté dans dans le le process de process. recrutement? Le Ça se process, joue il dans est extrêmement bien sensibiliser tes talent structuré acquisition chez managers Oversea. à C'est cette notion-là? une des traits Est-ce que tu mets l'accent sur le caractéristiques culture d'Oversea, fit? Est-ce le fait d'être que très tu bien structuré, je t'interdis crois. de survendre dans tes job Et en fait, offers? Enfin, chaque étape du où est-ce qu'on facilite ça? recrutement évalue, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais évalue quelque chose de bien précis. Il n'y a pas de redite. Le candidat va pas se répéter et va voir en fait des gens différents pendant tout son process. Il y a un entretien qui est très orienté business sense, deuxième entretien qui est orienté hard skills, du coup sur le métier avec un cas pratique, et le troisième entretien qui est une espèce de speed recruiting très orienté soft skills, culture, du coup, où des gens très précis vont du coup assesser la personne sur ces points-là. Donc ça va nous permettre évidemment de bien définir les drivers de la personne, de savoir qu'est-ce qu'il a fait vibrer et qu'est-ce qu'elle attend au quotidien de son métier. Et nous, de notre côté, on a fait l'effort. On a fait un énorme travail quand je suis arrivée avec Mélinda et Mathieu de l'équipe à écrire notre culture book et en fait de se poser, de prendre nos valeurs et de se dire ok, qu'est-ce qu'on y met derrière en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement chez Oversea et qu'est-ce que les candidats vont y trouver pour de vrai, sans j'allais dire sans bullshit, pas trop ça non plus, mais sans mentir, en étant vrai, en étant sincère. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Oversea et c'est quoi notre promesse? Top. Donc ça, prenons des notes, tous et toutes, sur ça. Mais en tout cas, ça commence à l'offre, quoi. Ça commence avec Ouais, l'alignement entre complètement. l'offre et les attentes des candidats et candidates. Effectivement, la rémunération, Du alors, côté enfin, de peut-être on en l'offre, parlera c'est-à-dire après, mais avant même que il y la a personne effectivement soit deux choses recrutée, j'imagine pour qu'il y a lesquelles d'autres choses aussi. les personnes Forcément, démissionnent la rémunération, généralement de leur j'imagine, métier. joue un rôle. Qu'est-ce que tu Je as le observé dis, comme mais pratique je qui le dis pas, c'est fonctionne surtout là-dessus? que je l'ai lu. C'est généralement des questions de rémunération et du coup de désalignement de salaire et le manager, le ou la manager. Sur la partie salaire, effectivement, ce qu'a décidé Oversea, très vite, en tout cas très tôt, ils se sont posés avant que j'arrive sur leur stratégie de rémunération. Et ça, c'est un conseil, je pense qu'il faut prendre absolument, c'est de très vite se poser sur la grille de rémunération, très vite en fait se décider des principes de rémunération. Rémunération avec un grand R, je devrais plutôt dire du coup compensation. Exactement, de dire voilà, qu'est-ce que je fais en termes de salaire, qu'est-ce que je fais en termes d'equity, qu'est-ce que je fais en termes de benefits, etc., etc., et comment en fait je me positionne. Oversea a une stratégie assez simple, c'est de se positionner légèrement above market. Ouais, Compenben. Nous, on a un outil qui s'appelle Figures, qui est génial, qui nous aide beaucoup, que je recommande pareil à tous les RH. Ça a été un changement dans ma vie professionnelle d'avoir un outil comme celui-ci. Ouais. Super. Exactement. Et du coup, voilà, on a construit en fait déjà. Ce principe a été décidé, donc il faut décider de ce principe-là et le définir. Et ensuite, nous, en fait, on utilise Parenthèse, c'est ce cet qui se outil qui passe s'appelle quand on a un Figures, qui bon product permet market fit. On est d'agréger en fait toutes les recommandé en direct données dans les market podcasts parce que c'est de la balle. Vas-y. des données Un petit salariales coucou à Virgile. sur un marché donné et on décide de se positionner 75e percentile.
Et alors ça, je vous renverrai très volontiers à l'épisode, donc le numéro 10 qu'on avait fait avec Virgile sur la stratégie de rémunération. C'est une masterclass, hein, c'est un truc que je recommande très régulièrement. Et l'épisode qui a été fait avec Adeline de Gorgias, qui précise en long, en large et en travers tous les choix qui ont été faits sur leur rémunération, typiquement sur quel pourcentile, où est-ce qu'on paye très bien, où est-ce qu'on paye au marché, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on fait sur l'equity, etc. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je comprends, Exactement. c'est Et en fait, je trouve que, encore une fois, par rapport à mes il expériences n'y a pas de précédentes, mystère. de Si on veut s'enlever avoir une rétention, cette enfin, si on question veut qui est avoir un effet normale, hein, positif sur sa rétention, qui est évidente pour tout le monde. On travaille pour gagner dans de quelque l'argent, chose a qui est priori, compétitif par rapport de au marché s'enlever reste un minimum. Et ça cette se épine joue du pied, entre guillemets, de discussion compensation, qui bénéfices, sera toujours etc., redondante quoi. si quelqu'un se sent en fait pas rétribué à sa juste valeur. Bah, c'est là en fait on peut commencer à travailler sur des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment du talent développement et qui vont faire aussi en sorte évidemment que la personne elle soit complètement engagée. Et alors, bon, du coup, je vous renvoie à ça, comme je disais, mais pour bien comprendre ça, si ça vous chagrine un petit peu, parce que je sais que les sujets d'argent, ça peut lever vraiment beaucoup d'émotions, visualisez très simplement quelqu'un dans votre équipe. Soyons très clairs, la plupart des postes en startup sont des postes pénuriques. Je pense notamment à la partie tech, mais c'est vrai pour les sales, les marketing, le marketing, les growth, etc. Je parle même pas des talent acquisition managers. Et à partir du moment où les profils sont pénuriques, qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel tech de votre équipe, il reçoit 2 à 3 offres ou à 2 à 3 propositions par semaine. Et c'est pas une blague, hein. Si vous le découvrez, passez un peu de temps avec eux et vous le saurez. Et la plupart des gens, pour la plupart des gens, l'argent n'est pas le driver numéro un. Par contre, visualisez le moment où, pour une raison ou pour une autre dans la boîte, c'est dur, ou bien il y a d'autres difficultés, ce qui peut arriver, on reste en startup ou en scale-up, hein. Et là, il y a un moment où les gens vont commencer à se dire, si vous les payez moins bien que le marché, de se dire, mais pourquoi je m'ennuie en fait? Pourquoi je me galère comme ça alors que je suis chassé toute la journée et que l'herbe Non, a l'air d'être je suis plus verte ailleurs? Ça, c'est ce qui se passe quand vous payez sous le marché. Si vous payez légèrement above market, cette voie, elle n'existe pas. C'est-à-dire, il y a des offres qui seront mieux, il y en aura toujours qui seront mieux. Mais ça sera pas, il y aura pas l'impression d'être le dindon de la farce, quoi. Je sais pas si toi tu le dirais comme ça. Yes. C'est ce que je Donc disais ça, tout à l'heure, c'est c'est première le chose, c'est au manager. niveau Moi, c'est une des de l'offre. premières choses que j'ai faites Après, en si on arrivant chez prend la Oversea, trajectoire de vie des on collaborateurs, forme des les managers. collaboratrices, Je pense qu'est-ce que que tu as d'autre comme c'est quelque chose qui est levier sur lesquels indispensable tu as une aujourd'hui action consciente pour euh, favoriser la et qui est fidélisation essentiel. Encore une fois, c'est et une donc la formation rétention? manager, mais qui va bénéficier en fait à toutes les équipes, quoi, puisqu'un bon manager va a priori bien manager son équipe, ou en tout cas un manager formé qui a les outils aura tout ce qu'il faut pour en tout cas avoir un œil un peu aiguisé pour voir les signaux faibles d'une équipe qui est désengagée, par exemple, et qui aura dans sa mallette tous les outils qu'il faut pour pouvoir mener les actions nécessaires si besoin. Donc là aussi, je vais citer quelqu'un, je crois que tu as déjà rencontré ici. Nous, on a fait appel à Pauline Bergeret, qui est vraiment quelqu'un de génial sur le sujet. Et on a eu des retours, des feedbacks incroyables de la part des équipes. Donc voilà, vraiment premier conseil, formez vos managers. Si on reprend l'exemple que tu as dit sur la rémunération, mais ça revient aussi sur la reconnaissance vraiment managériale. Yes. Si une personne de nos équipes se sent n'a pas assez de feedback, que ce soit du hard feedback ou du feedback positif, n'a pas la sensation d'être coaché, n'a pas la sensation de progresser aux côtés de son manager, c'est un vrai comment dire ça, c'est un vrai critère qui peut faire, enfin en tout cas qui peut engager quelqu'un à répondre aux sollicitations qu'il va recevoir. Alors, pareil, j'emboîte le pas là parce que là, c'est notre monde, c'est notre quotidien.
Alors déjà, si vous le savez pas, je fais une page de pub dans notre podcast. On fait ce qu'on veut. Ce qu'on fait au quotidien, quand on fait pas du média, donc du podcast ou autre chose, notre quotidien, on travaille spécifiquement sur les sujets de people growth en startup, donc aider les individus clés des startups et des scale-up à grandir aussi vite que la boîte. Donc de manière très concrète, ça veut dire former des managers ou coacher des top managers, donc faire de l'executive coaching sur des dirigeantes, des dirigeants, des C-level, des VP, etc. Et la métrique numéro 1 qui est associée à notre métier, celle qui est très bien comprise, c'est la perf. Évidemment, la performance. Donc, on veut que les managers soient performants, on veut que la boîte soit performante, donc on aide les managers à faire en sorte que les équipes soient performantes, les top managers, on met encore plus d'énergie, etc. Et on a bien raison, et c'est tout à fait vrai. Ce qui est l'empreinte en creux que nous, on essaye de bien préciser, parce que c'est loin d'être anecdotique, c'est la question de la rétention. Parce que, comme tu le disais, les gens, quand ils partent pourquoi ? Ils partent parce qu'ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils pourraient avoir, et juste après, ils partent parce que ça se passe soit mal avec leur manager, soit ils ont l'impression de ne pas grandir. Et dans les deux cas, c'est un enjeu managérial. Et pour dire les choses, je vais dire des choses que toi, tu n'as pas le droit de dire, je pense, mais en startup, le constat est affolant. C'est-à-dire, vous regardez dans vos équipes, hein, mais les managers standards, qu'est-ce que c'est ? Les managers de proximité, c'est des primo-managers. Donc, c'est des gens qui connaissent pas le métier. C'est pas grave. Mais par contre, si vous les aidez pas, si vous les accompagnez pas, ils peuvent pas le deviner. C'est effroyablement difficile, le leadership. Alors en startup, c'est encore plus difficile. Et côté top management, il y a beaucoup de, alors je pense que de mémoire, c'est pas le cas chez Oversea, mais il y a beaucoup de gens dont c'est la première boîte qui sont donc très jeunes et sur lesquels c'est une pression de dingue. Je pense au copain Firmin de Payfit qui, à 27 ans, avait 600 personnes dans ses équipes. Faut l'encaisser quand même, le truc. Et là, pareil, il n'y a pas de raison de se galérer tout seul. Et à l'inverse, si vous vous dites non, mais c'est bon, ça va aller, on va faire au mieux, le management, ça s'apprend sur le tas. De toute façon, le leadership, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Ce qui va se passer assez vite, c'est que vous allez même pas comprendre pourquoi, mais il y a des gens qui vont partir dans votre équipe. Et je vais même aller plus loin. Dans certains cas, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Systématiquement, il peut y avoir des burn-out, des choses comme ça qui seraient largement évitées. Du balance au moins 2 fois dans l'année, puisqu'on recrute beaucoup, donc on a souvent des batchs de managers, de nouveaux managers qui arrivent. Elle est venue en début d'année, elle va revenir en septembre. Et après, l'objectif, donc on a défini un socle de base avec elle. Et ensuite, l'objectif, c'est de refaire venir d'autres experts sur une thématique, ou sinon nous aussi, on anime énormément de choses. On fait souvent des workshops, justement, talent acquisition, et là, dans 2 semaines, on anime un workshop sur le feedback. Ce qui me permet de faire une petite transition. Autre chose aussi ultra importante, c'est la culture, et j'en ai parlé tout à l'heure du coup côté recrutement, mais du coup si on l'amène maintenant côté talent dev, ce qui marche très très bien chez nous en tout cas, c'est la culture de la remise en question, de la pédagogie et de la fiabilité. Je pense que fiabilité, je le rajoute aussi parce que il y a une notion de confiance qui est ultra présente chez Oversea, chez les salariés, et je pense que c'est le fait d'apprendre tous les jours, le fait de recevoir du feedback et d'être aussi en capacité d'en donner et de devoir en donner, de se remettre en question du coup, et de sentir que on a confiance en nous et qu'on fait confiance à notre management, c'est des vrais leviers qui permettent de garder ces équipes. Et alors, je sais que tu le prendras bien parce que tu vas comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui me frappe quand je t'entends parler, c'est qu'il n'y a aucune recette magique en fait. C'est des éléments qui sont somme toute connus, je pense, de toutes et de tous. Il y a une particularité, c'est que vous investissez beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, toi, c'est, j'imagine, un des angles de ton métier quotidien. Vous payez bien, donc ça, c'est des sous. Vous formez, donc ça, c'est du temps avec les prestats ou des partenaires. Et je rajoute même, il faut mettre les moyens. Nous, on est 120 aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe RH. C'est du temps, soit en budget, soit en énergie. Vous recrutez des bons talent acquisition managers qui sont formés. C'est des points qui sont ultra simples, mais qui demandent de la ressource. J'ai raison de voir ça comme ça. Est-ce que c'est, entre guillemets, simple, mais par contre, il n'y a pas de raccourci, il faut y mettre les watts? Du temps d'écrire nos principes de management, de les infuser chez les managers et dans les équipes, de les porter. Ça prend énormément de temps, et en fait ça, c'est effectivement l'équipe fondatrice évidemment, mais c'est aussi l'équipe RH qui le fait. Donc oui, c'est des choses qui sont très simples, mais effectivement c'est des moyens à se donner.
Alors, appel à la populace, si vous avez une idée de personne en tête là-dessus, je suis preneur. Cri du cœur, hein. Je pense que à l'instant T, ça a beaucoup bougé, donc faut pas se flageller non plus. L'écosystème RH startup est beaucoup trop timide. C'est-à-dire, là, ce que tu me dis, évidemment, tu fais bien de le souligner. Je pense à Sarah de chez Conto, ils sont 20. Et ils ont évidemment dans son équipe, donc Sarah de DRH de Conto, et il y a pas de magie. Vous pouvez pas réussir à faire des trucs incroyables sans vous en donner les moyens. Et pour autant, alors évidemment, il y a des founders qui sont pas encore au clair, qui n'ont pas encore compris l'importance que joue la dimension people dans la croissance. Et je vais pas leur jeter la pierre. Je pense qu'on peut faire un travail de pédagogie. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH qui acceptent la mission impossible d'essayer de faire des trucs fantastiques avec des bouts de ficelle, alors qu'il n'y a pas de raison. Je vais même aller plus loin. Dans le modèle startup qui par nature est financé, c'est-à-dire on s'attend soit à générer beaucoup de marge pour financer une croissance rapide, soit à lever des fonds, il n'y a aucune raison de faire à l'économie de bout de ficelle une fois qu'on a dépassé les premières levées de fonds. Vous dites, on veut faire ça, ça va coûter tant, on l'explique, et puis après vous levez des fonds, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Donc, cri du cœur, encore une fois, je sais pas. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut témoigner là-dessus, contactez-nous et on lui donnera le micro. Rien à rajouter là-dessus, Zoé. Toi, t'es du bon côté de l'équation. Donc, Et alors, du coup, au-delà du fait qu'effectivement, c'est une recette qui est somme toute assez simple, même si elle nécessite d'y mettre l'énergie et les moyens, c'est quoi les pièges à éviter parce que je vais te dire ce qui me vient. Le cliché startup d'il y a quelques années, un petit moment maintenant quand même, c'était la startup baby-foot, où en gros tu avais le burn-out, mais tu avais quand même la possibilité de faire des choses. Et on pourrait dire ouais, mais les gens ils sont contents. Et en gros, c'est juste des personnes qui avaient compris de traviole le modèle Google, quoi, qui avaient juste pris la version émergée de l'iceberg et pas la version immergée. Je vais reprendre rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure sur les red flags, les trucs qu'il faut pas faire, absolument faire, ou les fausses bonnes idées quand il s'agit de la rétention. En gros, qu'est-ce qui n'a pas vraiment d'impact et ça sert à rien de s'énerver là-dessus, ou c'est quoi les red flags de beaucoup de moyens dans leur équipe RH, quoi. à minima former les managers pour qu'ils pallient un peu ce manque, disons. Je pense que c'est ultra important, comme on disait aussi tout à l'heure, de mettre l'accent sur le recrutement, mais aussi de la rétention. Pareil, si en fait on met que les moyens sur ce côté recrutement, mais que on n'a rien, enfin tout ce qu'on a promis derrière n'est en rien en action dans l'entreprise, ça sert à rien. Je pense que les red flags aussi, c'est comment dire, de pas analyser ses départs en fait, et de vouloir à tout prix garder ses équipes. Ça c'est pas non plus très sain. Encore une fois, un taux de turnover quand il est à 0%, c'est pas sain du tout. Donc il faut pas à tout prix garder les gens et les enfermer dans des cages dorées, en par exemple payant largement au-dessus du marché. Ça c'est pas sain non plus. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi le bon niveau au sujet de la rémunération, et d'analyser ses départs. Nous on fait aussi beaucoup de feedback offboarding avec l'équipe RH du coup, pour que les personnes se sentent ok de pouvoir tout lâcher et nous faire des feedbacks constructifs pour qu'on puisse changer les choses. On fait une analyse, on écrit tout, on écrit tout dans le sens où l'objectif c'est de garder une trace écrite et d'avoir entre guillemets une espèce de post-mortem, et c'est analysé par l'équipe dirigeante également. Ouais, alors je vais vous raconter une histoire là-dessus. C'est une très bonne idée, enfin très très important. En gros, on mesure et on prend des feedbacks pour améliorer, hein, pour faire simple, entre autres choses. Et évidemment, on va pas redonner l'importance de travailler avec ses managers. C'est la colonne vertébrale de votre boîte, hein, les managers, hein, globalement. J'ai un copain entrepreneur que je ne vais pas citer, qui sollicitait nos conseils, mais plutôt en tant qu'ami, et qui me disait j'ai des gens qui partent et je ne sais pas quoi faire et j'ai l'impression que ça déconne. Est-ce que tu peux m'aider à y voir clair, etc. Qu'on regarde ensemble. Et il avait pris du côté du management. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire et qui dit comment moi je suis meilleur dirigeant pour que j'en reste, etc. Donc très bien. Et je regarde, je lui fais ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils partent? Qu'est-ce que tu comprends? Il me dit ah, tu touches sur une zone sensible. Ça me fait tellement mal au cœur quand les gens partent que je t'avoue que je fais un peu l'autruche, quoi. Et je lui fais commence là.
Tu peux pas. Ça fait mal, hein, t'as pas envie, mais si. Alors déjà alors ça c'est ma casquette de coach. Si t'es touché, très touché émotionnellement quand les gens partent, va bosser là-dessus avec ton coach parce que tu peux pas avoir une relation saine à la croissance si tu empêches les gens de partir, hein. Il y a un roulement naturel. Et deux, effectivement, c'est pas la même chose quelqu'un qui part en te disant waouh, c'était top, j'ai adoré l'expérience, mais là il y a tel truc, tel changement de vie, je reprends mes études, etc., que quelqu'un qui te dit il y a tel manager, c'était limite du harcèlement moral. Ah ouais, d'accord. Bah là, j'ai peut-être quelque chose que je dois aller regarder. Deux choses qui ont été assez importantes, donc, je pense, exit pour nous, interview, et qui all the way. va être assez dans l'air du temps. C'est la flexibilité du travail, c'est pas remote, mal, tout ça. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? Moi, j'ai des questions à te poser encore, mais qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question de vrais et qu'on devrait cas aborder réels de personnes qui sont restées parce qu'on a dit OK pour mixer leur projet pro et leur projet perso, qui ont impliqué des modèles assez atypiques de, par exemple, un développeur en temps partiel, une personne qui est totalement en digital nomade à temps partiel également, une personne d'une équipe qui vit à Dubaï. Et en fait, sur des très bons éléments, et aussi parce que c'est en lien avec notre culture de la pédagogie et d'avoir en fait le droit de travailler en même temps sur sa passion et pouvoir aussi gagner de l'argent pour justement avoir l'occasion de travailler sur sa passion et pouvoir vivre sa vie perso. Donc ça a été des vrais sujets des vrais cas réels qui ont permis de donner énormément de confiance, de reconnaissance et d'engagement en fait de la part de ces quelques personnes-là. Nous, on est très ok sur le remote. Tout le monde peut aller travailler d'où il veut, quand il veut. C'est beaucoup à l'appréciation aussi du manager, parce que s'il y a besoin aussi parfois que les équipes se recentrent et qu'elles soient au bureau, c'est ok. Mais si j'illustre un petit peu, aujourd'hui on est à 60 places dans notre bureau, on est 120. C'est un combat continu pour dire aux gens de rester un peu chez eux, parce que voilà, en fait, le fait de ne rien leur interdire et de ne rien leur obliger, ça fait que les gens se sentent très libres et voilà, et respectent aussi cette culture du bureau qu'on a beaucoup chez Oversea. Oui. Ok, top. Est-ce que ça te va si je te pose des questions volontairement un peu tranchées, parce que moi je profite, hein, j'ai des experts en face de moi, des gens qui apportent des résultats exceptionnels. Je pose les questions que j'ai. Je suis très très fan sur des sujets qu'on découvre. Je trouve des fois c'est compliqué de savoir par où commencer. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas ce qu'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc peut-être pour simplifier la vie des personnes qui nous écoutent, est-ce que j'ai tort si je dis que globalement, si on travaille un peu intelligemment sa rémunération, qu'on s'assure que le management est au niveau et qu'on a une culture du remote qui correspond à la population qu'on a en face de soi, on a fait 80% du boulot sur la rétention. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est plus important que le reste, ces trois blocs-là, etc. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que si les personnes sont reconnues d'un point de vue financier et managérial, et qu'on les laisse aussi assez libres par rapport à leur vie personnelle, leur propre passion et leur vie de bureau, oui, il y a il y a beaucoup de chances qu'une bonne partie de la rétention soit validée. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Moi, je reprends ce que tu disais. Hein. Tu me disais qu'il y avait des études qui montraient que les facteurs qui poussent à la démission, c'était les salaires et les problématiques managériales. Donc, ok. Donc bon. Et ce qui m'amène du coup à une question miroir. Les perks, terme bien start-up qui veut dire ni plus ni moins que les avantages. Hein. Donc là-dedans, il y a c'est la partie du comp and ben. Oui, alors, on va dire les différents avantages qu'on a travaillé pour une boîte plutôt qu'une autre. On va parler effectivement de la mutuelle, ticket restaurant, la mutuelle, l'accès au sport, les tickets resto, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est au même titre que le salaire.
c'est Ça a beaucoup essentiel. d'impact, ça a un peu d'impact, ça a quelle place dans la Les rétention des RTT aussi, perks ça c'est selon hyper toi? important. C'est un vrai sujet dans les startups, souvent, surtout early stage. En fait, c'est primordial sur ces sujets-là, s'aligner au marché, parce que c'est un dû. Les équipes, elles travaillent aussi pour ça. Donc, ouais, essentiel pour moi de vraiment, soit à minima d'être au niveau du marché. Et encore une fois, après, ça peut être une stratégie d'être un petit peu above market sur ces points-là très particuliers. Ouais, complètement. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, et c'est marrant, ça fait les liens avec des discussions que j'ai eues il y a pas très longtemps. Sur le sujet du perks, effectivement, ce que m'ont dit plusieurs DRH, c'est ce qui est important, c'est d'être compétitif par rapport au marché, et il y a des choses qui deviennent des nouveaux standards qu'on peut pas ne pas avoir, typiquement une bonne mutuelle, etc. Peut-être, alors ça fera sûrement du mal à certaines personnes Ouais, qui bien nous sûr. écoutent, qui sont dans ces boîtes-là, je pense Je à Alan, à Zimlib, à Swile, Si, etc. sur les exemples que tu as cités Qu'est-ce qui là, est le type, package, entre guillemets, avantages, à peu près standard pour être au niveau sport, marché? santé mentale Qu'est-ce et qui est cetera? un bon boost, et qu'est-ce que toi tu considères un petit peu comme du gadget? C'est ton avis, hein? Ouais. Mmh. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, enfin, non, d'une manière générale, dans ce qu'on peut mettre dans carrément. la OK. partie non financière, non Très, très equity important parce du que, package, je qu'est-ce vois qui des est boîtes autour un de moi qui le must-have, font pas c'est-à-dire forcément, franchement, si vous surtout des l'avez startups. pas, vous vous Je viens d'en compliquez la parler, vie. mais les Qu'est-ce qui est RTT un joli bonus et sur puis en lesquels les plus, candidates et les candidats ont c'est un tendance à risque. dire ah ouais, c'est vachement Donc, bien ça enfin, en plus. si je Et qu'est-ce parle qui est de selon à toi gadget, DRH, c'est-à-dire si ça va c'est un mal, vous risque le parce que débranchez, c'est pas très aujourd'hui les grave, gens quoi. font pas font s'ils sont sur des contrats, hebdomadaires, heures à 35 heures, c'est un vrai risque de les laisser, sur ce côté-là. Donc déjà d'un point de vue, Les RTT, ouais. risque, et en plus, encore une fois, je disais c'est un dû. Aujourd'hui, la pratique marché, elle est vraiment, de plus en plus, compétitive là-dessus. C'est absolument, quelque chose, à avoir selon moi. Un joli bonus, parce que je l'entends beaucoup et qu'on tâtonne un peu. Alors, joli bonus, on l'a pas chez Oversea, mais pas encore en tout cas. Toute la partie sport, c'est quelque chose on nous demande beaucoup, beaucoup. On fait passer beaucoup de surveys et on a aussi un forum tous les mois où les personnes peuvent nous poser toutes les questions qui veulent sur Slido de manière anonyme et où un des cofondateurs prend le temps d'y répondre à tout le monde. Donc pareil, pas de langue de bois là-dessus, c'est hyper intéressant, on a des super questions. Et la question souvent de prendre en charge un abonnement à une salle de sport ou de mettre en place une solution type Ghibli ou autre, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé et j'ai l'impression, même quand je regarde un peu ce qui se fait sur le marché, que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi de manière automatique quoi, dans les boîtes. Et enfin, peut-être le point ou en tout cas moi personnellement, je suis moins sensible et je vais expliquer pourquoi. C'est peut-être tout ce qui est santé mentale, dans le sens où, encore une fois, hein, c'est un avis qui n'engage que moi, mais en tant que RH, j'ai plutôt envie de me concentrer sur comprendre en fait les raisons d'un mal-être collaborateur. Si c'est un mal-être évidemment qui est lié au travail, bah, c'est notre rôle de te trouver une solution et de corriger la cause. Et j'ai l'impression que mettre en place une solution type santé mentale au travail, c'est plus traiter le symptôme qu'une cause. Donc c'est peut-être le point où je serais un peu le moins sensible, mais encore une fois, je sais que mes arguments sont facilement démontables par les experts du sujet. Complètement, évidemment. Aujourd'hui, voilà, je suis pas convaincue sur le fait que si quelqu'un qui va vraiment pas bien et qu'il y a un gros problème au niveau de son travail, je suis pas sûre que enfin, je Oui, pense mais que ce que je comprends, c'est l'action doit t'es aller sensible au plutôt de la sujet, mais cause tu de son considères que mal-être c'est la versus responsabilité RH. C'est traiter plus les le perks symptôme, de quoi. santé mentale où t'as pas trouvé que ça ne semble pas particulièrement. Ouais, ouais, c'est ça.
Ok, top. J'ai l'impression qu'on a fait alors, un bon rien à tour. Est-ce rajouter, mais que effectivement, j'ai si, oublié si quelque je chose peux de super conclure, important que tu veux partager aux je pense auditeurs et que, encore auditrices une fois, ça vaut le ou coup. si on La n'a première rien chose à faire, c'est oublié, de se c'est poser quoi sur ton ces petit grands mot de principes conclusion de cet de épisode avant management. qu'on Alors, c'est attaque un les peu, questions de fin ça fait un sur peu quelqu'un vaporeux, ce que je dis, qui a mais envie de c'est faire mieux ultra sur les sujets de important et rétention pour sa surtout boîte? sur les sujets qu'on a cités. Pour moi, les sujets culture, rémunération, et ce qui revient un peu à la culture, hein, mais valeurs, c'est ultra important de pouvoir, et manager, pardon, formation, ça c'est ultra important de pouvoir se poser dessus et se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire par rapport au marché et comment du coup je me positionne dessus. Pas toi. Ouais, ça c'est hyper important parce que effectivement, c'est les éléments culturels, donc mission, vision, valeur, qui peuvent après donner une philosophie de la Soit rémunération, qui sur peuvent après LinkedIn, donner ou des soit pratiques sinon par mail, managériales spécifiques, donc la management book. C'est des choses qui vont zoé.blanchard@oversea.com. vous accompagner dans la croissance, quoi. Donc, écoute, amen à tout ce que tu viens de dire. Zoé, c'était top. S'il y a quelqu'un qui a envie de te contacter, c'est quoi le meilleur canal pour faire ça? Alors moi, je suis un très mauvais exemple. Je me documente assez peu théoriquement, disons, sur mon C'est métier. bien noté. On met tout ça Je dans la vais description surtout de récupérer l'épisode. énormément de choses Ensuite, de mes est-ce homologues. qu'il y Je suis aurait une un vraie livre, un éponge pour blog, le un coup. podcast sur ce sujet, sur les Par sujets RH ou même pas forcément, que tu as envie de recommander aux auditeurs et Ouais, auditrices? effectivement, c'est comme ça en tout cas que je vois que je suis la plus efficace. Pour autant, vraiment, j'adore les podcasts. Alors, c'est pas vraiment sur le sujet RH et en même temps, un petit peu parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur le C'est une technique, hein, féminisme, le aller masculinisme aussi, parler à des et gens l'objectif en passionnants. fait de Moi, c'est ça déconstruire que je un fais. T'as peu bien les vu, hein, pensées tu qu'on l'as peut noté. avoir. Hein. Et je trouve que c'est ultra important en RH avec en plus tout le sujet dont on a discuté avant. Moi, je recommande vraiment les podcasts de Victoire Toyon qui sont géniaux, et de Siam Djibril aussi. Alors, ils sont arrêtés, ça s'appelle Génération XX, mais c'était plein de podcasts sur des femmes entrepreneurs. Franchement ultra intéressant et qui traite aussi de sujets RH vraiment très early. Donc ouais, c'est les deux ressources que je recommande, assez légères et en même temps très profondes. C'est génial. Tout à fait. Hmm. Les sujets, les podcasts de Victoire Tuaillon qui sont Ouais. respectivement Les couilles sur la Euh, table qui est arrivé au En bout, puis vrai, Le parce que je cœur viens de sur dire la penser à table, l'instant, mais qui existent Figures tous les deux en vraiment, bouquin et, aussi. Si et j'ai vous échangé aussi n'écoutez avec pas Virgile des hier podcasts, je sur ce sujet recommande rémunération, chaleureusement et, aussi. et je crois que c'est vraiment Est-ce que tu l'outil as que je recommande le des plus et qui tools, malheureusement, des selon les outils retours de mes RH que tu homologues, aimes bien en ce est moment, que souvent tu as envie refusé de de la partager, part un bon plan? des dirigeants, mais trop dommage, c'est trop ouais, enfin, en tout cas des personnes avec qui j'échange. Je doute pas que le business de Virgile est assez florissant en ce moment, mais voilà, vous en passez pas, c'est extrêmement dommage. Et outils. Franchement, C'est moi, ce que je souvent disais tout à l'heure, c'est refusé. que j'ai Ah, tendance à aller il va pas surtout être content, récupérer Virgile. l'information de mes homologues. Le Slack First Talent, qui est animé qui est géré par Judith Tripart, qui, moi, a fait un vrai tournant dans mon métier de RH à partir du moment où j'ai compris que l'information était aussi disponible facilement avec des gens géniaux qui se rendent ultra disponibles. C'est super. Franchement, si vous arrivez à vous faire coopter sur ce sac-là, c'est le Graal. Hmm. Yes, bah Judith qui était la première invitée de ce podcast, épisode 1 avec Judith, hein, la marraine de l'écosystème J'inviterai startup avec grand RH. plaisir Léo On t'embrasse Bernard Judith sur si tu nous son écoutes. expertise Et recrutement enfin, qui tu est assez connais, fascinante. la tradition de passage, sinon de flambeau, au moins de micro. Pour un prochain épisode, la question est simple. Tu es à ma place, tu es dans mes chaussures. Qui est-ce que tu as envie d'inviter? Qui doit passer sur ce podcast?
Léo, Bernard, la Resta, c'est la Resta actuelle, il a été plusieurs fois cité. Oui, vous allez avoir un épisode avec Léo, on est en train de le préparer, il sera un peu spécial pour tout vous dire, je vais pas gâcher la surprise, mais on bosse sur quelque chose de vraiment chouette avec Léo. Léo, si tu écoutes cet épisode, pression, hein, tu bosses sur un truc bien parce que c'est sur tes épaules, mais en tout cas, je vous rejoins, c'est super ce que fait Léo dans cet environnement. On arrive au bout. Merci beaucoup. Écoute, Zoé, c'était top. Je pense que j'aurais pas pu rêver meilleure personne à mes côtés et pour terminer ma semaine et pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, comme tu l'as compris. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur pour toi et pour toutes les équipes d'Oversea. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis à la prochaine d'une manière ou d'une autre. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.